Good morning. Thanks, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Daniel Medin. C'est un grand plaisir d'être de retour à la Fondation Michalski et surtout d'être en présence de Sean. Si vous ne connaissez pas son travail, c'est un artiste extraordinaire, doué dans bien des domaines. Il est poète, il écrit des romans, des adaptations au cinéma, de la musique, et c'est une occasion passionnante pour lui parler de son dernier roman qui a été traduit en anglais sous le titre Red Milk, et en français le titre est Blanc comme les blés. Nous allons discuter du contenu du livre en lien avec notre sujet de cette séance, Démocratie en péril, veiller sur nos avenirs. Veiller sur nos avenirs signifie de connaître également le passé. Et étant donné que le roman de Sean documente l'utilisation de différents véhicules littéraires pour décrire la vie d'un néo-nazi islandais, il confronte passé et présent, accentuant la pertinence de ces deux périodes. En tant que lecteur, j'ai souvent associé votre œuvre au récit, d'une manière générale, avec différents mythes, différentes légendes qui circulent non seulement en Islande, mais en Europe et dans d'autres régions du monde. Et j'ai l'impression que dans les années récentes, vous êtes beaucoup occupé des grands événements tragiques de l'histoire européenne du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, Codex 64 a pour sujet la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre qui représente un certain poids dans ce roman aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce projet? Quelles sont ses sources et ses inspirations pour vous? Oui, tout d'abord, permettez-moi de dire que je suis ravie d'être ici à Montricher. Cela fait des années que j'entends parler de la Fondation Michalski. L'un de mes romans a été en lice et retenu pour le prix Michalski. Et des personnalités ont lu mon livre. J'ai été étonnée de l'apprendre. Donc, c'est un peu mythique pour moi comme endroit. Et je suis vraiment très heureux de me retrouver dans un endroit qui est imprégné de l'amour de la littérature, l'amour du récit, des belles histoires communiquées par le biais de paroles écrites. Et vous avez raison, nous sommes réunis ici parce que j'ai participé à cette communication par la parole écrite. Et pour vous dire, vous donner l'une des raisons pour lesquelles ces événements historiques me préoccupent, la grippe espagnole, les deux guerres mondiales, l'Holocauste, et maintenant, pour ce dernier livre, le néonazisme en Islande à la fin des années 50, le personnage principal crée une cellule néonazie en Islande. Et je dirais que l'un des objectifs qu'un écrivain peut se fixer est celui d'explorer ce dont il est fait. Qu'est-ce qui fait de moi la personne que je suis devenue, l'écrivain que je suis? Et évidemment, si vous voulez comprendre ce qui vous compose, il faut se tourner vers le passé. Codex 1962
est un grand roman, un triptyque que j'ai écrit sur une période de 25 ans. Le premier roman se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le protagoniste quitte l'Europe et la guerre pour se rendre en Islande. C'était mon premier roman sérieux, si je peux parler ainsi, où je me suis penché sur la guerre et le passé. C'est parce que je me suis dit que ce serait intéressant d'écrire sur le monde de mes parents, plutôt que d'écrire sur le monde que moi je connais. Mes parents sont nés en 1936 et en 1939, donc à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, et ils étaient donc enfants pendant les années de la guerre en Islande, un pays qui était à l'abri par rapport aux événements dramatiques qui se déroulaient un peu plus loin. Et j'ai eu envie d'étudier leurs origines avant de me tourner vers les miennes. Ensuite, j'ai écrit un livre qui avait pour titre en anglais « The Whispering Muse ». J'ai abordé les thèmes de la pensée nationaliste, du national-socialisme, du nazisme, qui avait cours à l'époque et qui avait une influence énorme sur la vie des gens dans beaucoup de pays, même en Islande, pays qui était non seulement à l'abri, mais assez protectionniste pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai donc exploré cette idéologie et son impact sur le monde dans lequel sont nés mes parents, dans le premier livre, et dans le deuxième, Whispering Muse, également. Avec un certain recul, un détachement ironique. Je me suis donné la liberté de porter un regard sur les nazis islandais avec une certaine ironie et en prenant de la hauteur, parce que ce qu'ils faisaient était d'utiliser les louanges qu'ils recevaient des nazis et des national-socialistes allemands pour amplifier leur importance sur cette petite île du nord de l'Atlantique. Et s'en est suivi une préoccupation plus générale pour l'idéologie du mal et comment l'on interagit avec cette idéologie. Si vous habitez en Islande et donc à une certaine distance de l'impact concret de cette idéologie sur des millions de personnes et de l'enfer que cela a engendré, voire la mort de millions de personnes, tout cela au nom de cette idéologie. Je parle bien entendu de l'Holocauste. Eh bien, j'ai eu envie de m'intéresser à l'idée de s'intéresser à cette idéologie, à cette grande distance des manifestations de cette idéologie et de ses effets. Et je me suis permis une certaine ironie. Bon, je vais arriver à ma réponse. Donc, les nazis islandais que l'on rencontre dans le Codex 1962 et l'homme qui est aux prises avec cette idéologie dans The Whispering Muse, personnage basé sur mon grand-père qui croyait que la supériorité des races nordiques s'expliquait
par le fait qu'il mange essentiellement du poisson. Et l'Islande est l'exemple parfait du summum de ce que peut être l'humain grâce à un régime alimentaire composé essentiellement de poissons. Et donc, j'ai étudié ces événements avec ce détachement et cette ironie. Et lorsque j'ai terminé l'écriture de Codex 1962 en 2016, et j'ai pris un peu de recul par rapport à ce grand triptyque, j'ai décidé que je devais maintenant écrire un livre dans lequel je me plongerai avec beaucoup de sérieux, sans ironie aucune, un livre dans lequel j'essaierai de comprendre vraiment comment une personne pourrait sombrer dans le néonazisme, dans ce cas dans les années suivant la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où commençait à sortir la vérité absolument horrifique de ce qui s'est passé dans les camps. C'était l'époque du procès d'Eichmann en Israël, les révélations des procès de Nuremberg. Et quand bien même, en Islande, une cellule néo-nazie pouvait être créée en Islande. Je me suis dit que les adeptes de cette idéologie méritaient un livre où je ne me moquerai pas des néo-nazis. Je me suis dit, regardons de près cette idéologie et son attrait. Quel est son attrait pour d'éventuels adeptes au moment où on commençait à comprendre ce que ça pouvait engendrer? Oui, alors vous confirmez que vous êtes revenu à un matériel que vous aviez déjà abordé. Donc, l'écriture de Codex 1962, ce n'était pas l'achèvement de votre projet, en fait. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce besoin de mettre à jour votre œuvre par rapport à votre point de vue, la manière dont vous décrivez le personnage, mais aussi sur le plan temporel, en choisissant une période qui chevauche, pour partie en tout cas, votre propre enfance. Et vous avez eu envie de comprendre comment ce personnage est devenu ce qu'il est devenu. J'aimerais que l'on parle maintenant de la relation entre ce qui est strictement local en Islande, cette illusion d'isolement dans un monde qui avait été mondialisé bien avant la mondialisation, si vous voyez ce que je veux dire, mais aussi par rapport au personnage. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le phénomène du néonazisme en Islande? Je pense que beaucoup de personnes bien éduquées en Europe seraient étonnées de savoir qu'il y avait eu des néonazis en Islande. Je crois que vous avez fait les recherches historiques. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce phénomène dépasse les expériences familiales ou personnelles que vous avez eues? En fait, est-ce que vous pouvez résumer le contenu historique? Oui, lorsque j'écrivais Codex et The Whispering Muse, j'ai dû me plonger dans l'histoire du national-socialisme en Islande. Et pendant cette période de recherche, j'ai découvert que l'histoire ne se terminait pas avec la fin du Parti national-socialiste en 1937-38, quand les Anglais sont arrivés en Islande et quand il y a eu une réaction populaire contre ce parti. J'ai découvert qu'il y avait eu une sorte d'épilogue à l'histoire. Une cellule a été créée en 1957-58 à Reykjavik et
À chaque fois que cette cellule, composée d'un groupe de jeunes hommes, était mentionnée, c'était toujours sous forme de plaisanterie. Oui, il y a eu un petit groupe de jeunes hommes qui marchaient avec des drapeaux et des swastikas au cimetière le jour de l'anniversaire d'Hitler. Quelle plaisanterie, quelle farce. Et je me suis toujours demandé pourquoi on traitait cela comme si c'était absurde. Pourquoi est-ce qu'on ne le prenait pas au sérieux? Et je me suis rendu compte que c'était parce que l'une de nos réactions face au néonazisme est de dénigrer, ridiculiser les personnes qui sont impliquées dans ce phénomène ou d'utiliser l'ironie. C'était facile de dire, c'était des jeunes hommes un peu des têtes brûlées qui sont devenus de bons citoyens par la suite, et ça s'arrête là. Je me suis dit, non, mais étudions ces gens de plus près. Qui étaient-ce? Quels étaient leurs liens? Et peut-être, est-ce que je vais trouver une histoire qui aura une résonance avec le monde d'aujourd'hui? Et ce que j'ai découvert, c'était que le chef de cette petite cellule islandaise était non seulement très proche de ceux qui étaient en train de jeter la base du mouvement néo-nazi mondial, mouvement que nous connaissons aujourd'hui. Il a été impliqué dans cette œuvre. Et je me suis dit, c'est encore un exemple d'un cas où l'Islande, toute petite nation du Nord Atlantique, une sorte de rocher au milieu de l'océan, a un rôle important dans un phénomène mondial. Mais on ne dit pas ça dans les brochures pour touristes. Non, en effet. Et au fil des années, en tant qu'écrivain, je me suis toujours intéressé à l'histoire de l'Islande et en particulier les parties les moins glorieuses. Donc là, j'avais découvert une histoire qui n'avait pas été racontée et qui n'avait même pas été mise au grand jour. Mais pour moi, il était impossible de raconter cette histoire. Pourquoi? Eh bien, parce que je n'avais pas envie de vivre dans la tête d'un néo-nazi pendant trop longtemps. Et ce n'était qu'au moment où j'ai découvert que le fondateur de ce parti est mort très jeune, en 1962, donc il meurt le jour où l'année où je nais, l'année de ma naissance. Donc, vous voyez, l'année 1962, c'est une année importante pour moi, à bien des égards. Donc, ce jeune homme idéaliste crée cette cellule et meurt ensuite en 1962, au moment précis où l'Union mondiale des nationaux socialistes est créée au mois d'août dans les Cotswolds en Angleterre. Et lorsque je me suis rendu compte que cet homme était mort au moment où sa vision allait se réaliser, je me suis rendu compte que c'était un parcours héroïque inversé. En général, dans un film, le héros se sacrifie pour une grande cause. Il brandit le drapeau, il arrive à planter le drapeau au dernier moment et ensuite il meurt. Mais dans ce cas, nous avions une personne qui a utilisé ses dernières forces, son dernier souffle pour faire avancer la cause la plus odieuse que l'on puisse imaginer. Je me suis dit, il faut absolument que j'écrive le récit de cette courte vie dédiée à cette cause odieuse, qui a tous les éléments d'une hagiographie, qui a tous les éléments de toutes les histoires qui
occupent les néo-nazis. Le sacrifice d'un jeune homme qui ne voit pas la concrétisation de son rêve, l'installation du Reich, un monde pur sur le plan racial. Donc, ça m'a donné un cadre. Je savais, un cadre temporel déjà, l'histoire devait se terminer avec son décès en 1962. C'était bien parce que pour moi que je ne sois pas obligée de l'accompagner pendant trop longtemps. Et puis, je me suis rendu compte qu'il était plus facile d'écrire sur un nazi mort qu'un nazi vivant. Alors, ce n'est pas un spoiler que de vous dire que le livre commence par son décès, le décès de ce jeune nazi. Et cela nous permet de nous engager sur le voyage plus humaniste qui correspond à la suite du livre. Le défi était de créer un être humain. Je crois vraiment qu'en tant qu'écrivain, j'ai le devoir de créer des personnages qui sont présentés d'une manière humaniste. Et comment est-ce qu'on décrit une personne, un néo-nazi qui a la tête remplie d'idées abjectes, qui met en branle des projets qui ne peuvent que rendre le monde plus sombre? Comment est-ce qu'on crée un personnage comme cela avec humanisme, avec les mêmes outils que l'on utiliserait pour décrire la vie d'un petit orphelin gay qui essaie de survivre à Reykjavik pendant la grippe espagnole en 1918. Donc, c'était ma tâche d'écriture la plus compliquée et complexe jusqu'ici. Je devais créer un personnage absolument odieux, mais je devais en même temps respecter mon point de vue qui est profondément humaniste. Alors, les néo-nazis sont toujours représentés comme des clowns, des bouffons, parce que personne ne va jamais se présenter comme cela. Personne ne veut être un idiot ni un monstre. Et donc, si vous dites c'est un monstre, c'est un bouffon, vous les mettez à distance et vous signifiez que vous n'avez rien en commun avec cette personne. Et donc, j'ai dû faire pour ce personnage ce que je fais pour tous les autres personnages que je crée. Je dois rechercher les points communs. C'est intéressant parce que c'est une question sur laquelle d'autres écrivains ont buté également. Comment représenter la banalité du mal? Vous venez de répondre d'ailleurs à une de mes autres questions. Pourquoi choisir la fiction comme vecteur pour cette histoire précisément? Mais lorsque j'entends votre explication par rapport au livre de Jonathan Littell, par exemple, Les Bienveillantes, où il essaie d'habiter la conscience d'un personnage affreux, ou Carlos Coscar, qui, dans le dernier tome de son œuvre, donne l'impression que son œuvre est une confrontation de la biographie d'Hitler créée par un autre auteur. Biographie par Kershaw, qui décrit Hitler maléfique depuis sa naissance. Knausgaard nous dit par contre que Hitler est devenu Hitler en partie en raison de la Première Guerre mondiale et en raison d'autres facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs historiques. Mais c'est étrange parce qu'il cite des moments de l'enfance de Hitler qui vous font croire que Hitler est déjà un monstre et il n'a
pas la capacité de se mettre à la place de l'autre déjà en tant qu'enfant. Tout cela pose beaucoup de questions formelles et des questions éthiques également. En lisant ce roman, j'ai été frappé par la distance. Vous avez déjà expliqué que vous ne voulez pas vous moquer du personnage. Mais ce qui me semble intéressant, tout aussi intéressant, c'est que vous avez renoncé à décrire son intériorité. Vous en êtes capable. Bon, il y a d'autres facteurs en jeu, bien entendu, mais vous pouvez tirer une larme de vos spectateurs ou vos lecteurs. Et vous suscitez l'empathie, vous vous mettez dans le monde, dans l'univers de la personne. Mais ici, vous ne le faites pas. Et nous avons l'impression que c'est intentionnel. Je suppose que l'un des défis était de créer un personnage crédible tout en refusant d'entrer pleinement dans son être. Oui. Oui, comme je vous le disais, c'était une écriture spéciale que celle de ce personnage. Il fallait adopter une posture un peu clinique, de clinicien. Bon, lorsque je discute du livre, je peux parler du mal et d'autres concepts que je ne voulais pas aborder de front dans le livre. C'était un peu comme si je traitais un virus. Il fallait un certain contrôle. Je ne voulais pas écrire un livre qui pouvait être pris comme une apologie par les néo-nazis, comme une géographie du mouvement néo-nazi. Oui, eh bien, ce que disait Le Pen pendant la campagne électorale et ce que l'on entend dans bien d'autres pays d'Europe. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour cela qu'il y a une certaine froideur, une certaine distance, mais en même temps, l'on voit son enfance, il a une famille, il y a un voisin qui est très gentil, il a sa relation avec son frère handicapé mental. Donc il a une enfance normale, une enfance heureuse, mais il s'embarque quand même sur ce voyage. Vous avez tout à fait raison de lui dire, de dire que je ne lui permets pas d'avoir une intériorité. Il y a toute une partie du livre qui est sa correspondance avec sa mère, son ami, son meilleur ami, et ensuite les lettres qu'il adresse aux dirigeants du mouvement. Là, nous avons des petits indices. Il se montre dans ses livres lorsqu'il a écrit à sa petite amie. Il veut se montrer spirituel et se mettre sous un bon jour. Et lorsqu'il écrit à son ami, il fait preuve d'humour, mais bon, ses blagues sont douteuses. Mais lorsqu'il écrit aux dirigeants du mouvement néo-nazi, l'on voit qu'il veut se faire bien voir. Il veut prendre sa place au sein du mouvement. Et ce qui était fou, c'est que lorsque j'ai étudié son activité à la fin des années 50 et au début des années 60, ce qui était absolument fou, c'est que c'était l'image miroir, mais à 100%, de ce que je faisais, moi, 20 ans plus tard. La seule différence entre son parcours et le mien, c'est que lui était obsédé par le national-socialisme et le racisme, tandis que j'étais obsédé par le surréalisme et le mouvement punk et la rébellion, la révolte. Mais mon parcours était identique au sien à tous les autres égards.
Et pendant qu'il écrivait aux dirigeants du mouvement néo-nazi du monde, mondial, moi, j'écrivais aux amis d'André Breton en disant « Je suis un jeune surréaliste islandais, je suis en contact avec telle personne » et je le disais pour que celui à qui j'écrivais me prendrait au sérieux. Et j'essayais de me créer une sorte de capital confiance auprès de ces surréalistes. Je publiais des livres, j'organisais des réunions à Reykjavik et comme je le dis, c'était l'image miroir du parcours de Kampen. Et lorsque je me suis rendu compte que ces parcours étaient identiques, quoique basés sur des idéologies opposées, je savais que je pouvais écrire le livre. Et c'est ça qui a fait apparaître la vérité de sa normalité. En effet, moi, je suis un gars normal. Moi, j'ai grandi dans une famille normale. Et si je regarde en arrière, il y a des événements, ça et là, qui m'ont amené dans la direction dans laquelle je suis devenue un adolescent obsédé par le surréalisme. Je vois ces événements maintenant, ces moments. Il y a eu le catalogue d'une exposition qui est entrée dans ma maison et je me suis dit, mais ces images, elles sont complètement dingues. J'avais 8 ou 9 ans. À 12-13 ans, j'ai lu des traductions des surréalistes tchèques en islandais. Et c'était les textes les plus fous que j'avais jamais lus. Ça a déclenché quelque chose dans mon cerveau. Et c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui. C'est un parcours littéraire, mon obsession du surréalisme, le fait que je voulais correspondre avec des gens qui pensaient comme moi. Et j'avais cette idée que le monde deviendrait bien meilleur si tout le monde devenait surréaliste. Et le monde vivrait au gré des principes des surréalistes. Bon, l'art, ça peut être une forme de fanatisme, n'est-ce pas? On reconnaît les schémas récurrents. Absolument. Et lancer un groupe surréaliste en Islande en 1979, c'est le miroir de la création de ce groupe néo-nazi en 1959 à Reykjavik. Bien évidemment, il y a des grandes différences entre les deux. Mais le mystère, pour tout le monde, lorsque l'on commence à se pencher sur ce matériel, c'est comment est-ce possible si peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, après les révélations du procès de Nuremberg, du procès Eichmann, comment est-il possible de se rapprocher de cette cause et de devenir l'une des personnes qui veut faire avancer cette cause? Alors la réponse évidente, c'est de dire que c'est possible parce que cela a toujours été possible. Ça a toujours été là. L'une des meilleures ressources auxquelles j'ai eu accès durant la rédaction de ce livre, c'est Helen Lööf et son livre sur l'histoire du néonazisme en Suède. Je me suis référée à ce livre parce que le type à propos de qui j'écris, son contact principal avec le mouvement néo-nazi international, c'était par Göran Asser-Oredsson, un Suédois qui dirigeait un petit groupe de néo-nazis en Suède et qui essayait de s'étendre dans les autres pays nordiques à l'époque. Et Helen Lööf, dans son livre sur le néonazisme en Suède, démontre très clairement comment l'ancien parti nazi suédois s'est un petit peu caché, s'est mis au second plan durant la guerre pour trouver de nouvelles manières d'exister après la guerre. Ce qui est dingue, c'est que Göran Asser-Oredsson a posé les bases de bon nombre d'éléments qui sont utilisés par les populistes
les populistes les plus célèbres aujourd'hui. Donc tout cela, ça vient des années 60 et du parti nazi originel. Ce n'est pas quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui sort de sa cachette. Peut-être que l'on pourrait faire une brève lecture du texte pour que l'on entende un petit peu l'original en islandais. Et ensuite, moi, je lirai la deuxième moitié du texte en anglais. Et il me semble que ceux qui écoutent l'interprétation en français entendront la version française. C'est bizarre car ce livre a été publié en 2019 en Islande, donc juste avant le Covid. J'ai très peu d'expérience, j'ai très peu parlé de ce livre en public. Aussi, vous m'excuserez si je m'égare un petit peu, j'essaie de trouver la meilleure manière d'en parler. Le problème, quand je parle de ce livre, c'est qu'il y a peu de choses, il y a peu de matière à célébrer dans cette histoire. Il y a peu de matière réjouissante. Oui, mais il y a beaucoup en dehors de l'histoire. Oui. Alors en Islande, les discussions autour de ce livre s'articulaient autour du point suivant, à savoir si c'était responsable de ma part que d'écrire sur cette personne-là avec cette distance sans le diaboliser. Et la seule manière pour moi de faire cela, c'était de l'humaniser, d'essayer de trouver des parallèles entre son histoire et la mienne, mais aussi d'essayer de le faire de manière aussi subtile que possible, avec une subtilité absolue. C'est un livre qu'à mon sens, il faut lire au moins 2 fois, au moins 2 fois. Alors, pour présenter le passage que l'on va lire, il change, Sion change de perspective au fil du livre. Et dans ce passage, on a un petit portrait de famille. C'est le moment où Gunnar Kampen, le personnage principal, est jeune. Ça donne une idée de l'environnement dans lequel il a grandi. Assise à l'extrémité de la table de cuisine, Erla caressait du bout des doigts et d'un air pensif les grains de sucre éparpillés sur la nappe. Solveig se souvint tout d'un coup du costume noir que sa tante Kiki avait laissé. Gunnar pourrait faire sa communion dans des vêtements neufs comme ses camarades d'école. Devenu un échalas, il était maintenant assez grand pour mettre cette tenue. Par conséquent, l'affaire était réglée. Solveig regarda son frère dans l'attente de son assentiment. Il se contenta de hausser les épaules. Elle fronça les sourcils et adressa un signe de tête à leur mère. Gunnar la dévisagea sans rien dire, mais en formant un « quoi » sur ses lèvres. L'air inquisiteur, il se tourna vers sa sœur Astrid, qui lui pinça le genou sous la table. « C'est une bonne idée, non ?» Le visage du jeune homme s'empourpra. « Oui, oui. » Erla se redressa sur sa chaise, mais Solveig lui coupa l'herbe sous le pied et se leva à la première. « Occupe-toi plutôt de Herdur, nous allons chercher ce costume. » Herdur apparut à la porte de la cuisine, grand comme un gamin de 7 ans, mais l'esprit d'un enfant de 4. « Je peux venir avec vous. » Leur appartement de la rue Asparmel était minuscule par comparaison avec la maison que Pal Kampen avait fait construire rue Manavalagata, même si tout le monde s'accordait à dire que la cave était spacieuse. Au bout d'un moment, ils y retrouvèrent le costume dans un carton contenant les œuvres complètes de Björnstjerne Björnsson et d'anciens calendriers d'Heimskip. Les frères et sœurs d'Oldur l'autorisèrent à en prendre un. Il choisit celui de son année de naissance, ce qui lui valut leurs félicitations. La première page était illustrée de photos représentant les activités de la compagnie. Imprimées en bleu sur du papier beige, elles étaient floues, comme tout ce qu'on peut imprimer dans cette couleur sur un fond clair. On reconnaissait pourtant sur un des clichés les employés des services techniques devant leur entrepôt, parmi lesquels Pal, leur père, le deuxième en partant de la droite. Solveig, Astrid et Gunnar se turent subitement. Sans un mot, Astrid prit le calendrier des mains de son petit frère, arracha les photos, lui rendit le reste, puis fourra la page qu'elle venait de déchirer dans la poche de sa jupe. En plus d'être bien trop grand, ce costume n'était plus à la mode. Mais en s'y prenant bien, on pouvait le retoucher et effacer les traces de l'insigne qu'il avait jadis arboré.
Membre de la troupe de danse de Svavar et Deba, Solveig était très doué pour les ourlets et les surjets, pour défaire les coutures resserrées et amidonnées quand de nouvelles recrues entraient dans la troupe. C'était elle qui s'occupait de retoucher leur tenue. Gunnar possédait une belle chemise et de bonnes chaussures. Il lui suffirait donc d'aller acheter une cravate chez Hera Boudin, la boutique de prêt-à-porter masculin. Le pasteur avait proposé à Erla d'organiser la fête à la salle paroissiale avec 2 autres veuves dont les enfants faisaient eux aussi leur communion. Les sœurs de Gunnar n'avaient pas voulu en entendre parler. Il y avait assez de choses comme ça qui rappelaient à leur mère le décès de leur père. Il était inutile d'en rajouter. « Eh bien, soit, nous serons à l'étroit », avait-elle rétorqué au pasteur Asgeir lorsqu'il avait tenté de les convaincre. Le soir de sa communion, assis sur son lit, Gunnar contemplait ses cadeaux. Il avait ôté sa cravate, déboutonné son col de chemise et posé sa veste noire à côté de lui. On lui avait offert un nécessaire d'écriture, une enveloppe contenant 150 couronnes, les psaumes de la Passion de Hagrilmur Pétursson, un atlas à jour où apparaissait le nouveau tracé des frontières, un canif et 3 volumes des sagas légendaires. Des voix lui parvenaient depuis l'étage inférieur. Dans la chambre de leurs 2 pièces, Erla essayait d'endormir Hördur. Gunnar avait son espace à lui sous les combles. Bien qu'exiguë, cette mansarde était assez grande pour y installer un lit, un bureau, une bibliothèque et une armoire à vêtements qu'il avait surnommée le cercueil. Le toit était percé d'une lucarne et il lui suffisait de se mettre debout sur une chaise pour embrasser du regard le centre de Reykjavik et le golfe de Faxaflói. Il vivait à 3 dans cet appartement. Solveig habitait dans le quartier des Hlíðar avec son petit ami Einar, un gauchiste inscrit en faculté d'histoire. Et Astrid partageait une location avec une de ses camarades de l'école normale. L'existence de ce cagibi sous les combles permettait à Gunnar de continuer à vivre sous le même toit que sa mère. Je m'arrêterai là. Mais on en sait plus sur la vie quotidienne de cette famille et de ses personnages, la communion, l'environnement dans lequel il grandit et les volumes des sagas qui se trouvaient sur ces étagères. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas très subtil, mais il se peut que vous reconnaissiez à la deuxième lecture que le costume qu'il porte lors de sa communion, c'est un uniforme d'SS qui avait été jeté et qui avait été apporté en Islande par sa tante. Depuis la Norvège, c'est cela? Oui, absolument. Elle apporte cet uniforme d'officier SS. C'est son ancien amant. Elle fuit la Norvège car elle y a été harcelée, car elle avait été la petite amie d'un officier SS à Oslo. Et alors qu'elle fuit pour l'Argentine, elle s'arrête à Reykjavik et elle laisse cet uniforme là-bas. Ils sont très pauvres. Gunnar est sur le point de faire sa communion, donc ils prennent cet uniforme SS et ils le retouchent. Il fait donc sa communion dans l'uniforme d'un ancien officier SS. Tous ces éléments, vous savez, ils montrent à quel point la Deuxième Guerre mondiale était présente, à quel point les contacts avec les nazis étaient, et à quel point cela se poursuit sous de nouvelles formes. Une fois qu'ils ont enlevé tous les insignes de l'uniforme de l'officier SS et qu'ils l'ont retouché pour Gunnar, il fait sa communion dedans. Et l'un des cadeaux de la communion qu'il reçoit, qui apparaît un petit peu plus tard dans le livre, c'est un livre sur les insectes qui appartenaient à Ernst Jünger. Donc il y a tout un tas de petites indications, d'éléments discrets de son environnement qui montrent que celui-ci est entièrement saturé des influences du passé récent et notamment du nazisme. Cela montre à quel point le nazisme perdure dans ces petites choses discrètes.
Bon, le passé n'est pas passé, comme le dit Faulkner, n'est-ce pas? J'aimerais profiter de votre présence pour vous parler d'une autre œuvre avant que l'on se tourne vers la salle pour prendre des questions. Il y a le livre des sagas. On a parlé du fait que vous avez grandi en Islande, vous étiez très réceptif à la littérature, vous avez grandi avec cette histoire. Dans mon introduction, j'ai dit que vous n'étiez pas seulement un auteur, un poète, que vous travaillez dans différents domaines. En prenant le métro pour aller prendre mon train pour venir ici en Suisse, j'ai vu des pubs partout dans le métro concernant The Northman, un film auquel vous avez participé à l'écriture. Il est inspiré de toutes ces choses que vous avez absorbées. C'est une histoire inventée, mais qui reste dans l'esprit de cette période. Alors, vous utilisez ce matériau ancien de manière très moderne, puisque vous utilisez un médium visuel. Vous essayez d'adapter cela au cinéma, n'est-ce pas? Oui, ça revient au livre, car l'une des choses que j'ai dû utiliser dans le cadre du livre, ce sont les éléments mythiques, les sagas islandaises. Tout ceci a été pris en otage par le national-socialisme. Et il y a tout un tas de choses fantastiques qui proviennent de la culture nordique et qui est reprise et qui a été reprise par le Troisième Reich. Les runes, les noms des bataillons, tout a été déformé, défiguré et a dû être réhabilité après la Deuxième Guerre mondiale et est encore en cours de réhabilitation à ce jour. Ce matériau, ces sagas islandaises, sont une source de grande fierté pour nous. C'est le patrimoine sur lequel on fonde notre littérature. Et c'est ce qui nous permet de nous asseoir à la même table que les autres civilisations. Ces sagas sont des récits fantastiques écrits en langue islandaise au XIIIe siècle. En tant qu'auteur islandais, on grandit avec ces sagas, avec ces livres. On lit des œuvres clés à l'école et on apprend à les apprécier. Ce qui est incroyable, c'est qu'on lit le texte originel qui date du XIIIe siècle. C'est un lien qui ne s'est jamais rompu. Alors oui, ce film vient de sortir, il s'appelle The Northman. C'est une histoire qui se déroule de 875 à 914, au moment où l'Islande est colonisée. J'ai travaillé avec un cinéaste américain qui s'appelle Robert Eggers, qui m'a demandé de participer à l'écriture du script. Mais à la base de l'histoire, c'est l'histoire d'Amleth. C'est une histoire qui est vivante en Islande grâce à la poésie épique. Il y a une saga perdue, qui est la saga de Hamlet. Et Saxo Grammaticus, l'historien danois, a écrit cette histoire au cours de l'écriture de son histoire des Danois au XIIIe siècle. Et c'est ce qui a été la source d'inspiration de Hamlet de Shakespeare. Donc Hamlet devient Hamlet. Et au moment de chercher une histoire que l'on pourrait raconter dans le cadre de ce film, on a opté pour cette saga qui avait été perdue et on a essayé de la réimaginer, de la repenser. On a essayé de plonger dans ce monde, on a essayé de respecter la vision du monde des gens avant que le christianisme s'étende dans ces pays du Nord. C'est un monde où la vengeance n'est pas l'exception, c'est la règle. La vengeance, c'est
la manière de faire perdurer l'honneur de sa famille et son propre honneur à soi, et de se garantir une place au Valhalla, le monde d'après. On se bat pour son éternité. Les gens qui meurent sur le champ de bataille durant la journée s'élèvent au paradis et où l'histoire recommence. Ils doivent à nouveau se battre. C'est une expérience incroyable que de travailler sur ce film. On a travaillé avec des anthropologues, des archéologues, des historiens du Moyen Âge. Alors bien évidemment, on vit dans le monde moderne. On est des modernes. Il nous faut donc raconter cette histoire de manière moderne en utilisant les codes du cinéma. Et ça a été un petit peu compliqué. On voulait respecter la vision du monde des personnages tout en exposant tout en dénonçant ou tout en montrant ces aspects inacceptables. Donc c'était un petit peu un numéro d'équilibriste, mais on le montre avec beauté. C'est une histoire cruelle. Hamlet, notre personnage principal, en tant qu'enfant, voit son oncle tuer son père et se marier avec sa mère. C'est ça l'histoire qu'a repris Shakespeare. Il revient en tant qu'adulte pour venger son père et pour essayer d'arrêter ce mariage, de mettre un terme à ce mariage incestueux entre sa mère et son oncle. Voilà l'histoire. Et c'est fait avec les codes du cinéma, les outils du cinéma. C'est un Hamlet qui n'a pas le temps de la contemplation. Il n'a pas le temps pour douter. Il n'y a qu'un moment dans l'histoire où il a un choix, il est confronté à un choix, c'est à la dernière minute. Et il a ce moment, être ou ne pas être. Et comme il est viking, il dit, moi je choisis les deux, bien sûr. C'est drôle, c'est une bonne manière de conclure cette conversation par rapport à Blond comme les blés. En effet, il s'agit d'un personnage qui croit en un mensonge, le mensonge de l'isolement total de l'Islande, une histoire qui n'aurait pas été dévoyée par le contact avec les autres. Or, même si l'on est sur une île, on se rend compte qu'on peut en entrer et en sortir. C'est l'histoire d'un homme du Nord qui contient tous les éléments de Shakespeare. C'est incroyable. Oui, absolument. Et l'une des choses auxquelles on a prêté particulièrement attention, c'est le casting du film. En effet, les Nordiques, dans le film, ils ne sont pas tous blonds aux yeux bleus. Il ressemble à la diversité représentée dans cet auditoire. Il y a différentes cultures qui sont présentes, que l'on mentionne. Il y a des chrétiens, il y a des Slaves. Le don du roi à son fils quand il revient de mission, c'est un talisman arabe. Et il porte ce talisman arabe autour du cou durant toute sa vie. Donc les cultures sont là. On a vraiment essayé de faire attention à ce que la culture n'apparaisse pas comme un tout homogène. Oui, car ça n'est pas non plus comme ça dans les sagas. Exactement. Et c'est là le grand mensonge. C'est le mensonge qui a été projeté sur notre patrimoine culturel, dans notre histoire. Or, on se rend compte à quel point les sagas sont le produit d'une situation multiculturelle. Elles ont été écrites, elles décrivent les colonies païennes en Islande, à un moment où l'Islande était catholique. Elles ont été écrites par des gens qui tirent les enseignements, qui utilisent les enseignements de l'Europe dans son ensemble. Le monde que les sagas présentent est composé d'Islandais, d'Irlandais, de gens qui parcourent le monde
Il y a un Islandais qui est enterré dans les collines autour de Kiev. Il y est enterré, vous savez. Et lorsque j'étais à Kiev, il y a 4 ans de cela, j'ai visité les catacombes car il se peut qu'il soit enterré quelque part dans les catacombes de Kiev. C'est assez intéressant de voir à l'heure actuelle, avec l'invasion de l'Ukraine, avec toutes les horreurs qui s'y produisent, que ça aboutit à ce que les Islandais repensent à leur lien entre leur propre pays et Kiev et qu'ils le redécouvrent. Ce n'est pas seulement des liens sanglants, c'est sanglant dans le film, certes, mais ça n'a pas été que sanglant. En islandais, Kiev se dit Kainugarif. C'est l'ancien mot nordique pour dire Kiev. Et lorsque Zelensky s'est adressé au Parlement islandais la semaine dernière, il a utilisé ce mot islandais en reconnaissance de ce lien, de cette relation qui date d'il y a plus de 1000 ans entre nos deux pays. Je crois que malheureusement, on a le temps de prendre une seule question, mais je dois dire qu'il y a des copies, des exemplaires de plusieurs des livres de Sion en plusieurs langues en haut. Et n'hésitez pas à les acquérir et à vous les faire signer. Et si vous n'avez pas l'occasion de poser une question maintenant, n'hésitez pas à le faire à cette occasion-là. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je suis ravie d'entendre à quel point le poisson a un pouvoir. Et moi, je vais manger des filets de perche ce soir en célébration de cela. Alors, Daniel, vous avez mentionné la banalité du mal entre le clown et le monstre. Est-ce que vous trouvez que ce concept est utile ? Dans vos explorations avec le travail d'Hannah Arendt, si vous regardez les origines d'Hitler, de Mussolini, ce n'était pas une... Il y avait une vraie menace, une menace réelle. Mais le communisme maintenant est mort. Alors, quelle est la menace à l'heure actuelle ? La menace en Islande dans les années 50-60 n'était pas si intense. Alors, qu'est-ce qui les inquiète à l'heure actuelle? Moi, j'ai du mal à le comprendre. Dans le contexte des années 20, c'était peut-être plus prégnant. Alors, eux ressentaient la vision du monde radicale qu'impliquait la libération des femmes, la déségrégation et ce genre de choses. Et puis, il y avait le sens du devoir par rapport à l'Allemagne. Ce qu'ils pensaient être l'humiliation de l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est quelque chose qui était leur moteur. Ils pensaient qu'ils devaient cela à l'Allemagne. Ils devaient alimenter ce feu sacré, que ce grand projet avait été étouffé dans l'œuf. Donc, il s'agissait de faire perdurer ce projet. Alors, bien évidemment, c'était la guerre froide. Aussi, la menace du communisme était bien là, mais en même temps, ils étaient contre l'OTAN. Ils s'opposaient à l'OTAN car l'OTAN, pour eux, c'était une alliance qui était là pour saper toute possibilité que l'Allemagne puisse redevenir une grande nation à nouveau. Il faut peu de choses pour qu'un néo-nazi trouve sa raison d'être, mais la banalité du mal, c'est une notion qui a été une source d'inspiration pour moi.
tout comme le poème de Leonard Cohen qui porte sur Eichmann. C'est un chef-d'œuvre. J'étais tentée de le citer, j'étais tentée de citer Hannah Arendt dans le livre, mais je me suis dit que ce livre était une grande citation en lui-même et était très inspiré par ces sources-là. Il me semble que les gens disent toujours qu'est-ce qu'on fait du néonazisme? Qu'est-ce qu'on en fait? En effet, il n'y a pas de discussion possible. On ne peut pas discuter avec une personne qui, in fine, ne va pas vous écouter et dont l'objectif ultime, c'est de vous détruire. On ne peut pas discuter avec ces gens-là. Il me semble que la seule attaque possible, c'est ce que je propose dans ce livre, à savoir admettre qu'il s'agit de gens tout à fait normaux, qu'ils sont aussi insignifiants, aussi importants que tout un chacun. Ils ne proviennent pas d'une super race. Ils n'ont aucun lien avec une superpuissance. La pire chose que l'on puisse dire à un néo-nazi, c'est qu'il est entièrement normal. C'est quelqu'un de lambda. Avons-nous le temps d'écouter une deuxième question? Oui, ils sont renforcés par cette tendance, les glorifier, les médias, etc., qui se glosent de ce que font les néo-nazis. Mais bon, les féministes radicales, ça c'est encore quelque chose d'autre. Et dans le livre, l'on dit que les néo-nazis ont toujours été ridiculisés. Et le personnage dit, à chaque fois que je suis ridiculisé dans la presse, qu'on m'appelle le petit Hitler, eh bien, il y a 20 personnes qui rejoignent le mouvement. Tout le monde veut être extraordinaire. En tant qu'Américain, c'est un peu inconfortable de lire tout cela quand on connaît les interactions entre les médias et l'extrême droite dans mon pays. Alors, ce que je vous propose, c'est de devenir surréaliste ou féministe radical plutôt que néo-nazi. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons applaudir Sean? Thank you.